Je suis Simon Boussion, je suis généticien également dans le même service que Jamal et puis Roselyne. Et je suis également étudiant en thèse dans le laboratoire dirigé par Jamal Goumid et co-encadré par Thomas Moll. Donc mon travail de thèse, c'est un travail de recherche donc appliqué au diagnostic génétique du syndrome MED13N. Donc je vais essayer de vous expliquer notre objectif de recherche. Alors c'est un travail qui a commencé cette année, donc il n'y a pas encore de résultats, ça va être un travail long sur plusieurs années. Donc là c'est vraiment le principe. Donc la présentation, elle fait plutôt bien transition avec ce qu'a dit Thomas, qui vous a expliqué comment est-ce qu'on diagnostiquait des maladies génétiques. Donc ça repose sur le séquençage d'ADN. On parle aujourd'hui de séquençage à haut débit ou NGS parce qu'on est capable de séquencer, donc de lire plusieurs gènes à la fois, même maintenant des génomes entiers. Donc ça se fait à partir d'un simple prélèvement sanguin, on arrive à lire les 3 milliards de paires de bases de l'ADN. Alors le revers de la médaille un peu de cette augmentation des technologies génétiques, c'est la masse de données que l'on doit gérer et que l'on doit interpréter. Un individu en très bonne santé a plusieurs millions de variations dans son ADN par rapport à ce que Thomas vous expliquait, c'est la séquence dite de référence. Et donc on a d'énormes difficultés d'interprétation. Il faut déjà trier ces variations très fréquentes et bénignes de la variation très rare et potentiellement délétère causale d'une maladie génétique. Et puis, une variation, un changement de lettre dans l'ADN, on n'en comprend pas forcément intuitivement le sens. C'est parfois très compliqué à interpréter. On identifie qu'il y a une lettre qui change pour une autre, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement? Quelle est sa fonction sur le gène, son impact sur la protéine? On ne l'identifie pas forcément. Et c'est ce qu'on appelle les variants de signification inconnue. Et donc, un des enjeux principaux pour les biologistes moléculaires aujourd'hui, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait devant ces changements de lettres qu'on a très souvent chez les patients et que l'on ne sait pas interpréter. Donc, juste à titre d'exemple, par exemple, donc le gène MED13L, c'est un très grand gène de 300 000 nucléotides, donc les lettres de l'ADN. Nous, on s'intéresse à ce qui va vraiment coder les acides aminés dont vous a parlé Thomas. Il y en a à peu près 6600, un peu plus de 6600 des nucléotides qui codent les acides aminés. Donc si on prend que cela, comme il y a 4 lettres dans l'ADN, chaque lettre peut avoir 3 types de variations théoriques, donc ça fait quasiment 20 000 variants potentiels, théoriques, dans les parties codantes de MED13L. Alors, on ne les connaît pas tous. Dans les bases de données, on en a un petit peu plus de 650 qui ont été rapportés chez des humains jusqu'à présent. Il y en a une centaine où on sait que c'est délétère, ça provoque le syndrome MED13L. Il y en a un petit peu moins de 200, on sait que c'est des variations de la normale, ça n'est pas responsable d'une pathologie. Et ça nous en fait plus de 350 qui sont des VSI dont on ne connaît pas leur signification. Mais vous voyez, au total, il y a plus de 19 000 variants théoriques dans MED13L qui n'ont jamais été vus chez des êtres humains à l'heure actuelle. Donc, les biologistes, ils ont quand même des outils pour les aider à trancher sur ces questions de VSI. Alors, les plus accessibles, c'est les logiciels de prédiction informatique. Thomas vous a montré des exemples avec ces visions de la protéine qu'on va essayer de modéliser, de voir s'il y a des changements dans la forme, dans la conformation. Mais souvent, il manque de puissance parce que ce sont des logiciels informatiques et que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vraie vie. Alors on essaye de mettre au point des tests de laboratoire pour essayer de simuler justement cet effet biologique réel, ça s'appelle des tests fonctionnels, mais c'est long à mettre en place, c'est coûteux et ça a un rendement très faible puisque en fait on met en place les tests fonctionnels un peu au fil de l'eau, c'est-à-dire on identifie un variant qu'on ne sait pas interpréter, on va essayer de mettre en place un test fonctionnel. Donc c'est pas une solution qui est rentable à long terme puisque les techniques génétiques augmentent tellement en facilité qu'on met en évidence plus de VSI qu'on a de tests fonctionnels. Donc, au laboratoire de recherche à Lille, on essaye de mettre en place un test fonctionnel, on dit à haut débit. On appelle ça de l'édition du génome par saturation. Alors, ce n'est pas nous qui avons inventé le concept, hein, c'est ce chercheur qui s'appelle Findlay, qui est anglo-saxon et qui a mis au point cette technique en 2019, donc c'est encore très récent. Ça a été validé sur quelques gènes, moins de 10, et MED13L, ça n'a jamais fait l'objet de telles recherches. En fait, classiquement, dans un test fonctionnel, on génère un petit morceau d'ADN avec un variant qu'on va introduire dans des cellules qu'on étudie, et donc on étudie comment les cellules réagissent à ce variant unique. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de générer un grand nombre de variants dans plusieurs petits morceaux d'ADN de forme circulaire.
ça une librairie de variants, c'est plusieurs centaines de variants à la fois qu'on essaye de faire ensuite rentrer dans des cellules qui à la base, donc ce sont des cellules très spécifiques, qui à la base ont toutes le même génome, mais grâce à l'action ce qu'on appelle le CRISPR-Cas9, vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là dans les médias, le ciseau à ADN. Donc nous, on s'en sert en recherche pour venir introduire tous les petits fragments d'ADN dans le gène maître-ailes des cellules. Donc on se retrouve finalement avec une population de cellules qui est hétérogène génétiquement, puisque chaque petit sous-groupe de cellules a ingéré, si vous voulez, un variant différent. Et donc après, nous, on cultive ces cellules et à intervalles réguliers, on extrait un petit peu d'ADN de ces cellules et on les séquence avec les mêmes techniques qui permettent le diagnostic chez les patients. L'idée, c'est que plus un variant est délétère pour le gène, plus la survie de la cellule va être courte, plus les cellules vont mourir rapidement. Et ça, on le détecte en fait par séquençage, c'est-à-dire plus le variant est délétère, moins on va le voir sur le long terme avec le séquençage. Au contraire, donc c'est ce que vous voyez avec l'évolution des couleurs des cellules au fil du temps. Au contraire, les cellules qui restent, voire qui prolifèrent, ce sont celles qui ont inséré un variant qui n'a pas d'effet sur leur survie, donc qui n'est pas délétère pour le gène et qui va même au contraire permettre leur survie et leur prolifération. Donc on utilise le séquençage d'ADN de manière indirecte pour évaluer l'impact des variants sur la fonction du gène. Et ça, on le fait avec plusieurs centaines de variants à la fois. Notre objectif, donc comme je vous l'ai dit, ça va prendre plusieurs années, mais l'objectif à la fin, c'est d'obtenir ce genre de carte. Donc ça, c'est la première carte par édition du génome par saturation qui a été générée en 2019 pour un gène de prédisposition au cancer, donc rien à voir, mais une carte d'impact fonctionnel de tous les variants théoriques du gène MET13L pour améliorer l'interprétation des VSI. Donc on change un peu de paradigme de diagnostic moléculaire. Au lieu d'identifier et d'analyser les variants au fil de l'eau, on anticipe les problèmes d'interprétation des biologistes pour des variants qui n'ont jamais encore été décrits en pathologie humaine. Donc ça va, on l'espère, apporter une aide vraiment concrète pour le biologiste et aussi améliorer le diagnostic pour les patients et donc améliorer la prise en charge des patients atteints du syndrome MET13L. Voilà, je m'arrête ici, je ne vais pas parler plus longtemps, donc je vous remercie et je remercie tous mes collègues du laboratoire de recherche.